Bonjour, aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Boris Andrianov de l'Université de Tours. Il va nous parler d'interface, de couplage pour des lois de conservation scalaire sur des réseaux. Voilà. Merci beaucoup aux organisateurs et tout particulièrement à François Nera pour l'invitation. Je suis heureux d'être là parler au laboratoire Jacques Lyons. Je fais aussi partie des descendants par l'intermédiaire de Philippe et Annie Bézis. Je vais parler d'un sujet d'ailleurs qui a été traité avec certains anciens membres du labo, Clément Cancès, Nicolas Séguin, Frédéric Lagoutière. Il y a beaucoup de révisions de travaux anciens, mais concrètement, je vais présenter l'apport récent des travaux avec Carlotta Donadello de Besançon et Giuseppe Coclete de Bâle, et mon ancien doctorant Abraham Silla, qui est maintenant à Amiens, et Animé Jana, qui était postdoc ici à Paris l'an dernier avec Denis Aspot, et maintenant il est à Paris. Donc, je vais énoncer aucun théorème. Les résultats vont être du type, voici le type de DP qu'on regarde. Le cœur de la question qui se pose, c'est quoi la notion de solution? Comme c'est souvent le cas dans les histoires de loi de conservation, avec en plus des fioritures, c'est surtout la notion de solution qui est la clé du problème. Et après, les résultats sont du type, c'est qu'on arrive à démontrer l'unicité, l'existence et l'approximation par un certain type de convergence, un certain type d'approximation. Donc, rien de tout ça n'est explicite dans ce que je raconte. Et je vais présenter, ce que je vais présenter, ce sera, il y a très peu de formules aussi, il y a essentiellement des explications pour comment on aborde le problème, comment je trouve qu'il est bon de penser pour que ces problèmes deviennent naturels, les solutions qu'on apporte deviennent naturelles. Et au passage, je vais un peu détricoter le naturel du passé, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur le sujet avant. Dans ce que je raconte, je n'ai pas inventé grand-chose, on a beaucoup, tout au plus réinventé des choses, mais réécrit d'une façon qui, j'ai l'impression, les rend plus directes, plus claires. Donc, je vais essayer de raconter cette histoire de couplage par interface et plus généralement par un nœud sur un réseau de loi de conservation scalaire. Et il y aura quelques applications en toile de fond, surtout si j'arrive à aller suffisamment vite pour en arriver aux applications. Donc, je vais commencer par motivation, par une application assez populaire dans la communauté qui n'est pas que maths, qui est maths, physique, ingénieur, qui traite de mouvements de foule, modélisation de mouvements de foule et concrètement de l'évacuation. Donc, on se donne un domaine où il y a des murs et des sorties. Et dans le domaine, on met des piétons qui sont représentés par une densité et on met un champ de direction variable qui est le champ d'évacuation vers la sortie la plus proche, disons la plus pratique. Et là-dedans, la première équation, c'est une loi de conservation. Si vous prenez ça en 1D avec V juste égal à 1, vous trouvez le modèle dit LWR pour le trafic routier. C'est un modèle très standard. Plus de conditions au bord. Et pour l'autre équation, c'est une équation éconale et le couplage correspond au fait que la vitesse de la première équation est fournie par la seconde et la partie source de la seconde équation est fournie par la première. Les problèmes de couplage sont beaucoup plus importants que ce que je vais raconter sur juste l'histoire des interfaces pour la première équation. Néanmoins, c'est quand même la base sans laquelle on ne peut pas bâtir pour la suite. C'est-à-dire, je ne vais pas vous parler de la résolution de ce problème en complet, je vais juste vous parler des problèmes qui surgissent dans la première équation, du fait que le champ de direction est discontinu avec des sauts, fournis naturellement par l'équation éconale. Si vous regardez bien mon schéma, vous voyez qu'il y a des endroits où les piétons vont devoir décider est-ce qu'ils vont vers la sortie à gauche ou vers la sortie à droite. C'est beaucoup plus clair si vous le mettez dans le cas de dimension 1, parce que le champ de direction devient juste la fonction psi de position de x par rapport à une certaine interface qui est donnée par l'équation x égale xi de t. Et on a donc ici une loi de conservation à flux discontinu dans un domaine que j'appelle sortie 1, sortie 2. Et donc le champ de direction, c'est la fonction psi. Et la
courbe qui sépare les deux parties de l'équation. C'est ce que j'appelle Turning Curve. Donc, le problème à cette géométrie, il y a une courbe x égale xi de t, et vous avez ici ut plus r de x égale 0, et là, vous avez ut moins r de x égale 0. Donc, il y a une discontinuité dans la fonction flux qui est située le long de cet intervalle. Donc, c'est le type de problème que je souhaite traiter. Et une chose que je ne souhaite absolument pas faire, bon, c'est un modèle, il a le défaut de beaucoup de modèles, il ne représente pas fidèlement la réalité. La première chose qu'on pourrait se demander, est-ce qu'on peut régulariser le champ de vitesse et avoir une théorie potable? Pour moi, ça veut dire qu'on se retrouve dans la situation dite Land-Buridan, où quelqu'un qui se trouve tout près de l'interface ne va pas pouvoir décider s'il va sortir à droite et à gauche, et il va périr dans les flancs s'il s'agit de flammes ou d'un autre danger. Donc, c'est une situation d'évacuation. Donc, ce que je veux dire, c'est que la discontinuité du champ de direction est quelque chose de fondamental dans le modèle. On ne va pas chercher à atténuer ça. On peut négocier sur beaucoup d'autres choses, éventuellement, notamment sur l'équation éconale, si on veut chercher à résoudre le modèle 2D, mais les discontinuités, on ne va pas chercher à négocier, on va chercher à les affronter. Donc, c'est la motivation. Je ne sais pas si je peux enlever la barre. Oui. OK. Comment je fais? Oui, je la minimise. Et oui, voilà, parfait. Ouais. Donc, je vais commencer pour expliquer le problème non classique qui s'écrit donc comme dtu, le ρ est devenu u parce que selon le contexte, c'est parfois la vitesse, parfois la densité, parfois la saturation. Mon équation sera comme ça. D'accord? Et R ne sera pas terriblement régulière par rapport aux variables Tx. Mais je vais commencer par le cas standard pour bâtir sur ce qui est bien connu. C'est donc la loi de conservation scalaire. Scalaire est très important ici pour les systèmes. Les choses sont infiniment plus compliquées. Les deux exemples types, c'est l'équation de Burgers et l'équation LWR pour le trafic routier avec ces exemples de fonctions. Et le principal trait du problème dont je vais me servir, c'est ici. Mais avant, je dis quand même que les solutions classiques, on ne peut pas les construire de façon générale pour toutes les données. Et les solutions faibles, il n'y a pas unicité pour toutes les données. Et donc, entre deux, il y a la solution qui date de plus de 50 ans maintenant, la formulation anthropique de Khrushchev, qui caractérise ce qu'on appelle les solutions faibles admissibles par des choses qu'on appelle inégalité d'entropie, que je vais détailler dans le slide suivant. Et ce que ça donne une notion de solution pour lesquelles, pour les conditions initiales dans l'infini, il y a existence unicité et dépendance continue très précise. La solution forme un semi-groupe qui a donné initial associé solution à tout temps, et ce semi-groupe est contractant dans Elan, c'est-à-dire que l'évolution fait décroître cette quantité. Bon, il va y avoir une chose importante dans ce que je raconte, c'est concernant les conditions de Hobart, qui sont, donc tout le monde qui parle de conditions limites pour les lois de conservation scalaire parle de la formulation de Bardos, et Nedelec. C'est une interprétation, et le fond du problème, c'est que vous ne pouvez pas imposer vraiment les conditions Hobart comme ça se fait pour le Laplacien, parce que ces conditions sont pas forcément compatible avec l'équation qu'on pose. Donc, je vais détailler ça, mais c'est un élément important, c'est que le problème au bord doit être relaxé avant d'être résolu. Et quand on résout le problème, aussi bien d'un point de vue numérique que théorique, il apparaît quelque chose d'essentiel, c'est le sauveur de Riemann. Le sauveur de Riemann, ça va être une machine qui, à la donnée initiale U0 de x, donnée par deux données constantes, UL constante et UR constante, fait correspondre à tout temps une solution qui est autosimilaire, qui ne dépend que de T sur X sur T à cause de la nature du problème. Donc, le sauveur de Riemann, c'est quelque chose qui permet de faire beaucoup de choses, pas seulement en numérique, mais en théorie. Et il y a un objet qui s'appelle le flux numérique de Godunov, qui est célèbre dans le contexte d'approximation au volume fini ou différence finie du problème. C'est une fonction de deux variables
qui est définie à partir de flux f, la fonction qui est là, donc là, j'ai une fonction qui ne dépend que de u, par une certaine formule faisant intervenir les deux arguments. Je ne vais pas détailler ce que c'est, je vais juste insister sur le fait que cette fonction se retrouvera très importante hors contexte de l'approximation numérique, pour la théorie. Maintenant, le cœur de la théorie, c'est la méthode de dédoublement de variables de Krushkov, qui permet de faire la chose suivante. Imaginez que vous avez deux solutions que vous déclarez admissibles. Ça permet d'obtenir ce qu'on appelle l'inégalité de Kato, qui est l'inégalité qui est écrite ici, que je vais réécrire. Je vais mettre à la place de mon premier dessin. Donc, il s'agit de l'inégalité vérifiée par un couple de solutions dont on prétend que c'est de bonnes solutions. Ça, c'est au sens de distribution, et ceci, c'est une certaine fonction qui est obtenue à partir du flux qui est explicite, une fonction continue de deux valeurs. L'idée là-dedans, c'est que une fois que vous intégrez ceci par rapport à x, sous des petites hypothèses, vous arrivez à tuer ce terme, puisque c'est la dérivée complète, et vous obtenez la décroissance de l'intégrale de valeur absolue u moins u chapeau par rapport à t. C'est de là que vient la contraction L. Et ce sera ça aussi le but de la théorie de flux discontinu. D'ailleurs, c'est aussi un carcan, parce que je n'arrive absolument pas à sortir du cadre où à la fin, on va avoir pas seulement unicité, n'importe comment, mais vraiment la contraction est là, qui est une propriété structurelle très forte, mais ce sera ça l'objectif, généraliser à des situations plus larges. Maintenant, c'est quoi les solutions, les inégalités anthropiques? Les inégalités anthropiques, il convient de les voir de façon suivante. Vous mettez ici, à la place de U chapeau, une fonction constante. Et l'idée derrière, c'est que les constantes sont déclarées solutions admissibles sans aucune discussion. Parce que c'est évident qu'une constante vérifie une équation où on dérive par rapport à t, par rapport à x des quantités qui dépendent que de la solution. Okay? C'est justement ça qu'on va remettre en cause dans le contexte de flux discontinu. Ok, je peux parler d'existence. L'existence est 20 ans plus ancienne en gros que Krushkov, et au fond, ça remonte au moins à Rayleigh vers 1910. C'est la méthode dite de viscosité évanescente. Et c'est la méthode qui pèse beaucoup sur le domaine, mais c'est une méthode qui prend son origine en mécanique de fluide. C'est très naturel pour l'équation de Burgers. Par contre, si vous pensez en termes d'équation de trafic, mettre de la viscosité dans l'équation de conservation de la masse, c'est beaucoup moins physique. Et il y a d'autres approximations physiques qui ont été développées, qui donnent le même résultat, mais un objectif aussi, c'est de remettre un tout petit peu en cause l'universalité de la méthode de viscosité évanescente dans le contexte qui va suivre. Maintenant, fluide homogène, j'ai donc R qui dépend de TXU. Le résultat d'unicité et toute la théorie s'étend pas trop mal, mais quand on commence à gratter, et il y a eu des travaux récents de Vincent Perolaz avec Rinaldo Colombo et Abraham Silla, notre ancien doctorant, disant que les choses sont beaucoup moins claires finalement au niveau, par exemple, des estimations à l'infini, quand on commence à mettre les dépendances en S. Mais en première approximation et sous certaines hypothèses, on va dire que ça marche pareil, même si les constantes ne sont plus solutions, et quand vous essayez de forcer la main, en quelque sorte, vous obtenez un terme qui agit comme un terme source dans la formulation anthropique. Il faut rajouter des choses dans la partie droite avec ce terme pour que ça marche. Et ensuite, j'affirme que les dédoublements de variables échouent, en tout cas de nombreuses tentatives ont échoué, s'il y a une discontinuité par rapport à x. Par rapport à la discontinuité, par rapport à t, on peut très bien négocier. Et justement, il y a une exception qui fonctionne très bien. C'était développé ici par Emmanuel Audius et Benoît Pertam, et ensuite, d'une certaine façon, expliqué par un travail de Panov, en disant que c'est tout à fait naturel, avec un certain changement du problème, on arrive à la situation où les doublements marchent encore. Mais c'est loin de couvrir toutes les applications qui ont apparu dans les années, depuis plus de 20 ans. Donc maintenant, j'ai esquissé la théorie du flux continu, je vais esquisser les débuts de théorie du flux discontinu. On va tout d'abord commencer avec un cas modèle où, à la place de n'importe quelle discontinuité, je vais me retrouver avec une discontinuité placée à l'interface qui est x égale 0,
et j'ai ici UT plus FR de X égale 0. Ici, UT plus FL de X égale 0, connecté ici par quelque chose dont on va justement parler. Ça apparaît en milieu poreux dans les situations où vous avez deux roches différentes adjacentes, dans les problèmes de sédimentation, dans le problème de trafic où vous avez trois voies qui deviennent deux voies, des choses comme ça. Les premiers résultats et les premières idées, c'était de chercher une théorie naturelle. Il y a ici le nom de beaucoup de gens qui ont travaillé, qui ont défriché le terrain et qui ont trouvé la plupart des arguments finalement qui plus tard ont servi pour des théories plus générales. C'est qu'il y a un passage en force qui se fait, je ne vais pas détailler, mais malgré le fait que le dédoublement ne marche pas tout à fait, on arrive à se débrouiller avec le fait que les constantes ne sont pas du tout solutions. Et ce qui est important ici, c'est que la justification de la notion et l'existence de solutions sont obtenues soit par viscosité évanescente, soit par des numériques que j'appelle naïfs, je vais expliquer pourquoi. Et on obtient en fait ce que plus tard on a appelé les solutions de viscosité évanescente. Et il se trouve que, grâce notamment au travail ensuite de l'école française autour de l'IFP et de l'école indienne qui s'est retrouvée en contact avec, qu'il y a des exemples physiques où ce n'est pas la solution de viscosité évanescente qui sort du lot. Il y a notamment ce qu'on appelle la solution de flux optimal qui correspond à, disons, à capacité de passage maximale possible, par exemple, pour une route où il y a trois voies qui sont devenues deux voies. Et ça apparaît aussi en milieu poreux, en lien avec ce qu'on appelle capillarité évanescente, c'est-à-dire que la bonne régularisation physique des équations Backley-Leverett en Andé, ce n'est pas la viscosité, c'est ce qu'on appelle capillarité, force liée aux pressions capillaires. D'accord? Et il se trouve que ni solution optimale, ni solution de viscosité de capillarité évanescente ne coïncident avec, en général avec la solution de viscosité. Et ensuite, il y a un truc très simple mais joli, une solution purement Khrouchkov mais non classique. Vous prenez ici f qui est la même, c'est-à-dire ici et là, je prends la même fonction, mais je mets quand même quelque chose de très original ici, je mets une contrainte ponctuelle. Ça a été proposé par Colombo et Guattine dans le contexte de trafic routier. Et F ici, si vous imaginez que F dépend de temps, c'est par exemple feu rouge, feu vert. Des fois, F égale à 0 et personne ne passe. C'est une contrainte sur le flux égal à 0. Des fois, il n'y a pas de contrainte, si vous voulez, grand F égale à infini. Et on peut modéliser des réductions de voies. Par exemple, vous avez des travaux sur l'autoroute à 3 voies. Ça réduit la bande passante de l'autoroute. Ça peut y être ici quelque chose d'intermédiaire. Et donc, il se trouve que ça donne encore une notion de solution qui est devenue le mot-clé de la théorie parallèle d'Hamilton-Jacobi. Je parle sous contrôle de mon président de séance. Les solutions de flux limités. Hein? Et donc, il y a tout ça qui ne coïncide pas avec ce qu'on attendait être solution naturelle. Et en fait, il faut bien faire face à une infinité possible de solveurs et contractants. C'est-à-dire, on a une infinité de clones de la théorie de Khrouchkov. Et à part l'idée de viscosité qui est en sélection 1 et qui n'est pas appropriée à tous les contextes physiques, bah, on est un peu perdu. Bon, à ceci rajoute d'autres controverses. Je vais commencer par le fait qu'il y a un papier de Barbara Kefitz qui est tout à fait correct et qui déclare que le sémigroupe de Khrouchkov est l'unique sémigroupe contractant de solution, contredit donc par l'exemple précédent. Pourquoi? Parce qu'il est sous-entendu, mais pas mis dans l'énoncé, que les constantes sont solutions évidentes. Quand vous renoncez aux constantes solutions évidentes, et dans le contexte de limitation sur le flux ici, clairement, toute constante ne va pas satisfaire ça, bah, vous obtenez autre chose. Il y a un travail ancien numérique de Chavin, Jaffray et Cohen qui propose un schéma pourtant naturel qui a été très vite abandonné. C'est de là après qu'a apparu une connexion indienne avec Gouda qui était élève de Jaffray qui a exporté le problème en Inde. C'est que si on fait un schéma numérique naïf, il donne quelque chose de non physique. Clément Cancès a énormément travaillé dessus au début pour sa thèse et il a expliqué ça. Il a expliqué aussi qu'un papier fondateur de Vanishing Capillarity est inexact. Et la raison, c'est que
il y a des sous-entendus qu'il faut détricoter pour pouvoir arriver à quelque chose de solide. Donc d'abord, aussi bien la viscosité que les schémas numériques naïfs, ils forcent ce qu'on appelle transmission de Kirchhoff à l'interface. Transmission de Kirchhoff, c'est comme s'il n'y avait pas d'interface. Hein? Et ça, ce n'est pas toujours physique. Et ensuite, il se trouve qu'il y a des solutions constantes par morceau, constantes à gauche et à droite de l'interface, mais avec une discontinuité ici, qui jouent un rôle extrêmement important, pas comme toutes les constantes dans le cas de Krushkov, toutes les constantes jouent le même rôle, mais il y a des solutions bien particulières qui jouent un rôle trop important. Et c'est de là que venait le problème dans le papier de Kashik. Il y avait un cas qui paraît négligeable, mais qui en réalité est génial dans certains chocs non classiques. Et donc, avec tout ça, je vais vous amener vers une discussion de la transmission à la Kirchhoff à l'interface et au-delà de la transmission à la Kirchhoff, vers d'autres transmissions. Alors, tout d'abord, je vais plonger mon étude dans une perspective plus vaste d'une équation écrite comme ça, où F crochet U désigne un flux qui n'est pas forcément un flux de convection. Donc, pour la loi de conservation scalaire, c'est un flux de convection, mais par exemple, pour le Laplacien, c'est un flux de diffusion qui est une quantité qui n'est pas tout à fait locale, d'où est le crochet. Donc, ça ne dépend pas que de la valeur de U dans le point, ça dépend de la valeur de U au voisinage du point. Et si on pensait en termes de viscosité évanescente, ça va être une combinaison linéaire des deux, le flux. Il y a un fait simple et bien connu, c'est que si vous prenez l'équation, mettons, de la chaleur et que vous coupez le domaine en deux et vous imposez à l'interface du domaine que la solution est continue et que le flux est conservatif, bah vous obtenez exactement la même chose. Et c'est ça qu'on appelle la transmission de Kirchhoff. Sauf qu'il y a d'autres conditions de transmission qui apparaissent dans les applications, et par exemple, la capillarité évanescente correspond à rendre continue non fonction U, mais une fonction P qui peut être discontinue parce que vous avez deux roches différentes avec des profils de capillarité différents de deux côtés. Et si vous voulez rendre P continue à travers l'interface, U, qui est la saturation, sera discontinue. Et bon, disons, on a prétendu à un moment, mais je ne prétends pas grand-chose, je suis assez loin des applications, que c'est ça qui est d'une certaine façon responsable des bassins pétroliers qui sont confinés par des interfaces entre les roches. La saturation de pétrole, de part et d'autre de l'interface, est très différente parce que l'interface entre les roches agit comme une barrière. Bon, il y a une autre condition qui a été entre autres le sujet de thèse de Georgia Chiavolella qui était ici au LGN il y a quelque temps, c'est les conditions dites de Kedem-Kachalski et qui ont motivé une grosse partie de la machinerie abstraite que je vais vous présenter. C'est les conditions qui vont mélanger la transmission du flux avec le saut à l'interface. Cette fois-ci, à l'interface, on ne prescrit pas les valeurs de U, on prescrit que le flux est proportionnel au saut. C'est un peu comme si U était un potentiel et la différence de potentiel provoque un flux à travers l'interface. C'est des choses qui viennent de la biologie, c'est des conditions qui sont anciennes et qui mathématiquement ont été ressorties il n'y a pas très longtemps par Roberto Natalini et il y a pas mal de travaux autour de ça. Donc, ce que je veux dire maintenant, c'est que quand on va chercher à avoir ceci pour les lois de conservation, le problème devient ambigu. Pour les EDP de diffusion, on a les conditions de transmission sur la solution et sur le flux. La condition sur la solution est inscrite dans le cadre fonctionnel quand vous dites que U est H1, U ne peut pas avoir de saut à travers une interface. D'accord? Et puis la transmission de flux, c'est la conservativité. Ça, on l'a dans tous les EDP sous forme divergentielle. Mais le problème, c'est que pour les lois de conservation, les sauts, c'est une normalité. Les solutions sont discontinues déjà ailleurs. Alors, imposer d'une certaine façon quantité à l'interface, on ne s'en rend même pas compte quand on l'impose. Et donc, ce que je dis, c'est que la relation qui implique U à gauche et à droite de l'interface, elle n'est pas explicitement spécifiée dans l'écriture du problème qui est ici. La conservation est spécifiée dans le fait que vous le mettez sous forme divergentielle, mais il n'y a rien qui est dit sur la transmission sur l'U. Et en fait, c'est un degré de liberté qui rend le problème sous-déterminé. Et donc, le plan pour clarifier
la théorie, ou plutôt les théories de flux discontinus. Donc là-dedans, SL, c'est Scalar Conservation Law, et DF, c'est Discontinuous Flux. Donc pour clarifier ça, on va d'abord s'inspirer de la communauté Hamilton-Jacobi, pour qui il était clair depuis très longtemps que l'EDP compose à l'interface, l'EDP compose au bord, mettons, et l'EDP compose dedans, c'est deux choses différentes, il y a deux Hamiltoniens différents. Ils se parlent d'une certaine façon complexe au niveau du bord, il y a toute une machinerie pour dire ce qui se passe, mais il faut d'abord commencer par séparer avant de les réunir. Et donc, je vais séparer ce qui se passe ici et là, ce que j'appelle EDP dans le bulk, dans le domaine spatial, et ce qui se passe sur l'interface, que j'appelle conditions de couplage d'interface. J'ai été énormément inspiré par les discussions avec Cyril Lambert et Gilles Monod. Plus récemment, il y a Nicolas Forcadell, Pierre Cardaliaguet qui se sont joints à l'activité pour, en quelque sorte, réduire l'écart qui existe entre les deux théories. Parce qu'apparemment, c'est comme dans d'autres questions, le lien entre loi de conservation et Hamilton-Jacobi est beaucoup spirituel. Quand on en vient aux techniques, c'est des choses différentes qu'on fait, mais avec des objets qui se parlent beaucoup. Et je vais à un moment vous dire que l'objet central des deux théories, c'est ce qu'on appelle le flux Godunov de l'interface. Donc, je vais chercher aussi à faire un lien entre les hypothèses de modélisation et les conditions à imposer au niveau de l'interface, parce que quand je dis que certaines équations écrites ne correspondaient pas au modèle sous-jacent, c'est un problème. J'essaie alors de rendre cette chose consciente, explicite, c'est comment passer des hypothèses de modélisation à ce qu'on écrit mathématiquement à l'interface. Et enfin, je vais prendre l'inspiration du fait que au niveau de conditions au bord, on connaît pas mal de choses à assez grande généralité, et on va chercher à transférer les idées vers les conditions de couplage d'interface, et gratuitement, on va obtenir la même chose sur les réseaux. Il se trouve que, d'un certain point de vue, les réseaux ne sont pas plus difficiles que les interfaces. Sauf qu'on se rendra compte que l'ensemble des modèles qu'on arrive à traiter de cette façon est plutôt réduit dans le cas des réseaux. Mais on fait ce qu'on peut avec ces maths-là, on peut résoudre un sous-ensemble de problèmes sur réseau gratuitement. Donc, pour continuer, je vais devoir vous raconter l'histoire de Bardos, Leroux et Delay avec quelques extensions, d'où le plus, qui est les conditions au bord pour les lois de conservation. Donc, je vais encore prendre mon équation sous forme abstraite où le flux peut être celui de convection ou de diffusion ou l'ensemble des deux. Je prends maintenant un domaine qui est à gauche pour avoir la normale qui est dirigée vers la droite. Ça me permettra pendant quelques temps d'écrire f à la place de f scalaire la normale, mais je finirai avec f scalaire la normale quand même. D'accord? Et je vais avoir donc une solution qui, dans le cas hyperbolique, est entropique dans le domaine. Et je vais avoir une certaine condition dont je vais dire il va prescrire avec un certain degré de liberté les valeurs de la solution et de flux sur le bord. Je sous-entends que les traces existent, c'est tout un sujet, mais un sujet qui est pour le côté hyperbolique est clos grâce aux travaux de Vasseur et de Panov. Dans une très grande généralité, les traces existent, ça vient en gros de la théorie cinétique, d'accord? Ça n'inclut pas toutes les conditions au bord imaginables. Dès que vous mettez des conditions impliquant les dérivés tangentiels, ce n'est plus là-dedans, d'accord? Mais ça inclut pas mal, comme vous verrez sur la transparence suivante. Alors, je travaille à l'intérieur avec les outils à la Krushkov ou bien les outils de l'étude de Laplacien. Le terme inégalité de Kato vient justement du Laplacien et ça fournit cette inégalité que je dis inégalité de Kato antérieure. Pourquoi? Parce que je vais prendre une fonction test ici qui ne voit pas le bord, qui est nul sur le bord. Et j'ai ce terme avec, j'écris ici gradient justement pour imaginer le passage à multi-D. Et ensuite, je vais prendre des fonctions test qui me permettent d'exploiter au voisinage du bord cette inégalité de Kato, avec les fonctions test qui vont être presque 1 à l'intérieur du domaine et puis plonger vers 0 sur le bord. Je vais avoir quelque chose comme ça, où il faut fermer les yeux et imaginer que les traces existent, et on va avoir une inégalité ici qui nous donne presque la contraction élan. Ça, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la contraction élan désirée, mais faut-il donner un signe à ce terme? Et il se trouve que c'est facile de donner le signe à ce terme pour toutes les conditions au bord dont on a l'habitude. Je vous ai fait ici le tracé des conditions au bord en coordonnées trace de U, trace de F.
Dirichlet, trace de U imposée F quelconque. Zéro flux Neumann égale à 0, ici, flux imposé égale à 0, la valeur de U quelconque. Les conditions de Robin, pour généraliser un peu les conditions d'obstacle. Quand on regarde ça, le mot graphe maximal monotone s'impose pour décrire l'ensemble de ces situations. C'est un graphe parce que ce n'est pas forcément une fonction. Ici, vous voyez, c'est multivore. Monotone, vous voyez bien que c'est, voilà, il y a une monotonie qui est là-dedans. Et maximal, vous ne pouvez pas rajouter un seul point à ces graphes sans violer la monotonie. C'est ça que ça veut dire maximal monotone. Donc, ce que je prétends, c'est que dans tous ces cas, des conditions au bord classiques, le couple U, trace de U, trace du flux normal, appartient à un certain graphe maximal monotone. Et c'est ça que j'appelle le cadre de conditions au bord dissipatif. Une dépendance maximale monotone entre la valeur de la solution et le flux au bord. Ce n'est pas forcément une dépendance fonction, ça peut être multivore, mais il y a cette restriction. Et alors, la partie droite de l'inégalité de Kato qui est là, eh bien, elle a le bon signe pour avoir la contraction. Pourquoi? Parce que cette quantité, en gros, c'est ça si on imagine que le graphe est univore, et la monotonie fait que ce terme a le bon signe. Voilà. Je prétends que ça marchera pareil dans le cas d'interface, de réseau. Il faut juste prendre le problème du bon côté. Alors, pour prendre le bon côté, il faut avancer de ce discours qui convient bien au Laplacien au niveau qui va convenir aussi aux lois de conservation. Alors, pour le Laplacien, vous donnez une valeur de Dirichlet, donc je parle des conditions de Dirichlet. Dans ce cas, la trace normale du flux, c'est la dérivée normale. La valeur de U sur le bord ne préjuge absolument pas de la valeur de la dérivée normale, cette quantité est libre, et vous avez suffisamment de choix pour assurer l'existence de solutions. Vous essayez de faire la même chose pour la loi de conservation, et là, votre flux, il est prescrit par la valeur de U. Vous n'avez plus aucun choix, aucune liberté. Et le problème se trouve surdéterminé. Il y a non-existence pour presque toutes les données. OK, quand on dit non-existence, s'il n'y a pas de solution, on change de problème, on fait une relaxation. La relaxation de Bardo-Serron et d'Elec, c'est de proposer une règle qui est dérivée de l'analyse de viscosité évanescente, l'outil principal donc, dans les lois de conservation pendant très longtemps, et il prescrit un ensemble de valeurs que je note I de UD, des valeurs de traces possibles qui est beaucoup plus grand que le sangleton UD prescrit comme donné au bord de conditions de Dirichlet. Donc vous dites, vous prescrivez le sangleton, BLM vous dit non, en réalité vous prescrivez une plage de valeurs et là ça va être bon pour différentes raisons. Je dis une deuxième fois, l'existence des traces vient de travaux de Vasseur et de Panov, c'est des résultats fins de régularité de solutions qui, a priori, dans la définition ne sont que l'infini, donc aucun espoir d'avoir des traces, si quand même, mais il y a tout un travail derrière. Et donc, il y a existence et unicité pour le problème relaxé, et je vais réinterpréter ça sous forme de projection du graphe. C'est un dessin qui apparaît dans le papier de 89 de Dubois et Philippe Le Floch. Et le dessin ressemble un peu à ça. Je le graphe de F scalaire M, parce que la normale à l'interface apparaît naturellement là-dedans. Et il y a une projection en vert clair ici. Et la partie où les deux graphes coïncident, c'est le domaine ici, c'est exactement l'ensemble I de UD de tout à l'heure. Donc, ça, c'est une explication visuelle qui est très utile, mais qui est malheureusement totalement inutile quand je vais chercher à passer en dimension supérieure, parce que pour commencer à traiter le problème, même avec réseau à deux branches, il faut que j'apprenne à dessiner en 4D. Et donc, à la place de chercher à représenter ça graphiquement, on va présenter ça analytiquement, et analytiquement, le flux de Godunov, la fonction flux numérique de Godunov, permet d'exprimer les choses. Et en plus, la moulinette qui en découle peut être appliquée à n'importe quel graphe maximal monotone bêta. Par exemple, de cette façon, nous avons traité avec Karimas-Bi les conditions 0. Bon, voici donc quelques exemples. Là, c'est le dessin de tout à l'heure avec Dirichlet. Le graphe bêta, c'est la droite verticale, c'est condition de Dirichlet. Ça, c'est la condition de Robin, ça, c'est la condition d'obstacle. Et à chaque fois, en vert clair, vous avez une projection sur le graphe de F scalaire, une certaine partie.
En réalité, on peut décrire ça d'une façon simple et visuelle. Le graphe obtenu que j'appelle bêta-tilde, c'est le plus proche parmi les sous-graphes maximum monotones de f scalaire f. Vous pouvez regarder chacun des trucs ici en vert, c'est un sous-graphe maximal monotone de f scalaire f. Et c'est ce qu'on pourrait appeler canonique, et uniquement pour le graphe canonique, vous pouvez interpréter littéralement les conditions au bord. Pour tout le reste, il y a le procédé de projection, ce qui correspond à la démarche générale des limites singulières. C'est des problèmes de limites singulières. Et je vous écris la représentation Godunov de ce graphe. Il y a une formule qui utilise cette fonction flux numérique de Godunov. C'est une fonction de 2 variables. Et le graphe bêta-tilde, il est décrit par le fait qu'il existe un élément dans le graphe bêta tel que certaines inégalités impliquant cette fonction sont vérifiées. En réalité, ça code ce qu'on appelle la couche limite, qui est donc quelque chose qui distingue la trace désirée de la trace effective que vous pouvez avoir dans votre problème. Et maintenant, avec tout ceci sur la table, je vais raconter la théorie sur le réseau directement pour faire de l'interface. Il n'y a qu'à regarder un réseau à 2 branches. Donc, je vais regarder un réseau où il y a un certain nombre de routes rentrantes et un certain nombre de routes sortantes. C'est des exemplaires de R- et de R+, mis ensemble au nœud. Donc, il y a M plus N en tout. Je vais noter les traces de U. Donc, ça, ce n'est pas les solutions, c'est les traces de solutions dans le formalisme que je vais écrire. Et puis, les traces normales des flux normaux. Donc, sur les routes sortantes, les normales sont vers l'avant et sur les routes sur les routes entrantes vers l'avant et sur les routes sortantes vers l'arrière. Donc, la normale ici dépend de l'indice. Et je vais donner quelque chose, et là, j'assume totalement la filiation à Philippe Bénilan, quelque chose qui est donné par un opérateur MT accrétif pour la norme 1 qui vient vraiment de l'usage de la fonction si dans la théorie de Khrushchev, qui est un graphe maximal monotone sur Rm plus n. Donc, c'est un sous-ensemble de Rm plus n, croix Rm plus n. Donc, au-delà de ce que je vous ai montré pour les valeurs au bord, c'est au moins R4. Donc, je ne peux plus rien représenter explicitement. Et je vais dire que le couplage de nœuds va être codé par le couple UR dans ce graphe ou opérateur bêta. Je garde le mot graphe par habitude. C'est quoi le MT accrétivité? C'est ce qui remplace la maximale monotonie dans l'exemple en D que je peux représenter. Alors, je prends une paire de valeurs dans le graphe, donc bêta c'est un sous-ensemble de ceci, et je prends la quantité qui dans la théorie de semi-groupes non linéaires s'appelle le crochet 1, je le mets avec plus parce que pas seulement je veux, on va dire la monotonie, je veux la préservation de l'ordre, et ça va être ce type d'expression. Si vous avez une seule branche, vous reconnaîtrez là-dedans la quantité qui a été rendue positive dans le calcul avec l'inégalité de Kato dans le problème. Donc, tout ça, ça vient de Crandall-Liggett et de Bénilan au début des années 70. Et les propriétés accrétivité et ordre, préservation d'ordre, c'est le T accrétivité. Et le M, je vais y venir tout à l'heure. Le M, c'est à peu près la même chose que maximalité. Hein? Et un exemple que je peux donner, c'est la condition de Kirchhoff sur réseau. Vous prenez U qui sont tous égaux, ce qui fait que notre graphe, c'est vraiment un graphe. Et sur F, vous demandez rien d'autre que la conservativité. Donc, ceci fait partie de cette description. Bon, maintenant, je vais appliquer ce qu'on a appris du problème au bord, la projection de Godunov. Ça va coder cette fois-ci des couches d'interface. Et cette fois-ci, je peux décrire encore le graphe bêta-tilde en utilisant bêta et en utilisant les fonctions numériques de Godunov. Ça me donne la notion de solution, parce que dans la théorie que j'ai participé à élaborer il y a presque 15 ans, dont le mot-clé c'est les germes, on avait comme objet clé les solutions constantes par morceau admissible, donc constant dans ce domaine, avec une certaine famille de solutions qui remplaçaient les constantes de Khrushchev.
D'où le mot inégalité entropie adaptée, le mot qui est pris du travail de Tuspertin, qui a fait sa vie depuis, qui désigne pas tout à fait la même chose, mais ça veut bien dire que faut pas chercher à appliquer Krushkov avec les constantes, il faut adapter ce que vous mettez ici à la nature du problème. Et donc, ce qui nous convient, c'est certaines solutions constantes par morceau. Et du fait que la projection par cette moulinette de Godunov préserve la créativité, nous obtenons l'unicité gratuitement pour cette notion de solution. Pour l'existence, il va falloir travailler. Pour l'existence, la méthode sera approximation, compacité, passage à la limite dans ces inégalités d'entropie adaptées, parce que la description avec les couples solution trace de flux sur le bord n'est clairement pas stable par passage à la limite banale. On ne voit pas pourquoi les traces des limites soient les limites des traces, donc on contourne tout ça à travers les inégalités d'entropie adaptées. Et quand on fait ça, en fait, l'outil le plus flexible pour couvrir tous les problèmes en même temps, c'est les chemins numériques de Godunov, comme Nicolas Seguin m'a appris il y a des années, Godunov Mitras. C'est quelque chose qui marche pour une large variété de problèmes, mais alors on a besoin de résoudre le problème au nœud de Riemann et définir le solveur, le flux de nœuds de Godunov. Ce sont les objets de la théorie classique que maintenant on déplace soit sur le terrain d'interface, soit sur le terrain du nœud. Et ce qui est attendu, c'est que le M dans la créativité qui code la maximalité nous donne l'existence. D'accord? Mais dans la pratique, le côté T s'avère important et on a besoin de sous- et sur-solutions pour empêcher des effets de concentration des solutions avec delta choc qui peuvent apparaître si on demande des limites. Donc, on sait bien qu'on ne peut pas tout faire sans demander un peu plus. Et on a trouvé avec Carlotta Donadello et Giuseppe Coppetti justement que le côté T contractant et sous- et sur-solution était une façon efficace d'arriver à gérer le problème d'existence. Donc maintenant, comment ça fonctionne? On a le graphe bêta et les fonctions de Godunov qui nous donnent accès par des formules compliquées à solveur de Riemann du nœud et le flux de Godunov du nœud. Quand je parle de flux de Godunov du nœud, il faut imaginer qu'il y a plusieurs branches et sur chaque branche, il y a un flux à définir. Et le problème de Riemann, il va avoir une valeur constante par branche, le flux va avoir une valeur de flux par branche. Et il se trouve que quand on arrive à définir le solveur de Riemann pour toutes les données, ce qui dans la théorie précédente portait le nom de complet, on a l'existence. Et dans les cas d'intérêt précédents, presque toujours, on avait des solveurs explicites. Ce n'était pas la peine de faire de la théorie pour obtenir les solveurs de Riemann. Par exemple, Clément Cancès a élaboré la notion de transmission map qui a permis de traiter le cas des capillarités évanescentes. Voilà. Et dans le cas de Kirchhoff aussi, en s'inspirant de ce qu'a fait Clément, avec les mêmes co-auteurs, on a réussi facilement à résoudre le problème. Donc, quand on s'est mis à traiter Kedem-Kachaski, d'abord Giuseppe et Carlotta, puis je les ai rejoints, on a eu de vrais problèmes parce que pour obtenir ce flux de Godunov, on devait résoudre n plus m équations algébriques, non linéaires bien sûr, sur n plus m inconnu, et là, en fait, on est complètement perdu. Sachant que le flux de Godunov est quelque chose qui n'est pas lisse, et il y a des points, compter sur la méthode de Newton pour résoudre numériquement ne marche pas toujours, et puis d'un point de vue théorique, je dis, on est perdu. Et c'est là qu'on a découvert que la partie abstraite, qui jusque-là pour moi était qu'une réécriture et une explication des choses, devenait un outil d'existence. Pourquoi? Parce que dans la théorie de ces groupes, il n'y a pas seulement l'unicité qui est inscrite dans la créativité, mais il y a l'existence qui est inscrite dans la nature même de cette théorie. Et on utilise en fait les propriétés de résolvante définies par la T à créativité, par MT à créativité, pour arriver à cette complétude du solveur de Riemann, c'est-à-dire résoudre tous les problèmes de Riemann et aboutir à l'existence. Et donc, ce qui était une réécriture et une espèce de regard par-dessus sur les théories qui ont été développées depuis bien longtemps et qui permettaient de traiter des cas particuliers efficacement, devient aussi un outil pour résoudre des problèmes plus compliqués qu'on n'arrivait pas à traiter à la main. En fait, ce qui se passe dès qu'on arrive sur les réseaux à plus de 2 branches, il y a une telle variété de situations que ça devient compliqué. Donc, Régis Monod pourra vous raconter beaucoup, il raconte au fur et à mesure sur les situations de 3 branches, plusieurs branches, mais c'est quelque chose qui se prête difficilement au calcul explicite. Carlotta a beaucoup essayé et en fait, c'est plutôt rébutant.
Et c'est là donc où la partie abstraite nous permet non seulement de réécrire ça comme une variante de ce qui était fait auparavant, mais vraiment se servir de l'abstraction comme outil pour démontrer l'existence et finalement identifier la bonne notion de solution. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est le lien entre les conditions de couplage d'interface et la modélisation. Il se trouve que beaucoup de modèles commencent par un solver de Riemann heuristique. Et une fois qu'on a ce solver de Riemann, le couplage d'interface, il est caché derrière le choix de ce solver de Riemann. Sauf que des fois, ça ne suffit pas. Et je vais vous donner un exemple. Je parlais de la limitation de flux. Mais dès que la limitation de flux a apparu, j'ai commencé à poser la question aux auteurs, mais pourquoi ce n'est pas la limitation de vitesse? Quand je roule sur l'autoroute, je ne vois pas le panneau flux limité à tant de véhicules par heure. Je vois le panneau 70 à l'heure. Donc l'idée, c'est que quand vous êtes sur une route très longue et que la limitation de vitesse est ponctuelle, vous avez envie de le voir comme quelque chose. Donc si la limitation est sur 300 mètres, vous avez envie de le modéliser comme ponctuel. Sauf qu'il se trouve que la limitation des vitesses, mathématiquement, n'a pas les bonnes propriétés. On a commencé à réfléchir à ça, et après avoir beaucoup joué avec le solver de Riemann heuristique, Massimiliano Rosini, qui est un expert en analyse et application au trafic de loi de conservation, a dit « Je pense qu'il se passe un Bardos-Leroy-Nedelec. Je pense que la limitation de vitesse devient limitation de flux. » Et quand j'ai mis cette conjecture dans la moulinette qui était développée, cette moulinette qui a été développée un peu plus tard, j'ai constaté, bah oui, la limitation des vitesses, qui est facile à écrire sous forme de conditions de couplage d'interface, devient après projection limitation de flux, qui est mathématiquement bien traitée depuis Colombo-Boitier en 2006. Donc je prétends que ça peut avoir une certaine utilité. Et là, j'ai fini pour la partie problème modèle. Et il me reste 0 minutes ou... Voilà. La deuxième partie est beaucoup plus courte. Donc, plus novatrice, mais beaucoup plus courte. Je vais maintenant aller essayer de parler de problèmes où l'interface n'est pas statique, mais qu'elle bouge. Et ensuite, je vais arriver à des situations avec plusieurs interfaces et éventuellement un multi. Donc, je mets ce gros slide très rempli juste pour vous montrer qu'il y a des applications qui font intervenir des lois de conservation en flux discontinu en première ligne et des interfaces, les interfaces qui ici partout sont notées xi de t de nature différente. Nina reconnaîtra bien un objet traité à un moment dans sa thèse, c'est un modèle développé par Lagouetière-Séguin et Takahashi de Burgers particules, où il peut y avoir plusieurs particules qui se croisent. Et il y a le modèle de slow vehicle qui est utilisé beaucoup par Paolo Gatti, Maria-Laura de Monaquet, Benedetto Piccoli et puis plein de gens ingénieurs de trafic en Californie pour faire de régulation de trafic à l'aide des véhicules autonomes. Là aussi, il y a plusieurs véhicules qui éventuellement peuvent se croiser. D'accord? Et donc, tous ces problèmes font taper à du flux discontinu. Pire que ça, le Hughes multi-D, le Hughes 2D que j'ai esquissé tout à l'heure, bah, là, vous avez beaucoup d'interfaces, mais c'est pire parce que les interfaces, c'est l'ensemble de singularités d'une équation éconale. Et là, on ne s'attend pas à des géométries très simples, génériquement. D'accord? Et donc là, on a multi-interfaces dans tout ça et des intersections éventuellement très complexes. Donc c'est pour dire qu'il y a pas mal de motivations pour traiter tout ça. Et je rajoute que les interfaces qui sont là, bien sûr, ils ne sont pas statiques. À la place de la droite ici, j'ai un aiguille qui part. Bon, je pense que ce n'est pas le moment de faire ce transparent et les techniques. Je vais juste essayer d'expliquer un truc. La notion d'inégalité d'entropie adaptée qui était sympathique quand on avait une interface avec couplage qui ne dépend pas de T, elle implose parce que j'ai plus de solution stationnaire. Mes solutions qui devaient être stationnaires se trouvent à dépendre de temps parce que ma condition de couplage d'interface dépend de temps. Et là, je ne peux pas résoudre la contradiction entre être stationnaire et dépendre de temps. Ce que je fais, j'autorise alors toute solution discontinue, mais je paye avec un terme reste. Et ce terme reste, c'est une idée ancienne, mais on était parti sur des choses naïves en absence de motivation très forte. Et quand Abraham Silla s'est mis à chercher à approcher des problèmes assez généraux de ce type avec le flux le plus naturel, il est arrivé en disant, mais en fait, le bon terme reste, il s'exprime en langage de flux de Godunov encore. Le terme reste adapté à la géométrie du domaine, ce n'est pas des distances de Hausdorff
entre les couples KL-KR et l'ensemble des bonnes solutions stationnaires, c'est quelque chose qui intègre la nature des flux et la nature de flux d'interface. Et donc, il apparaît cet objet flux Godunov d'interface qui est celui que j'ai discuté implicitement en parlant des réseaux tout à l'heure. Celui pour lequel j'ai eu besoin de MT activité pour le définir en toute généralité. Et une fois qu'on a compris ça, en plus, on a l'autre petite bête qui nous taraudait depuis longtemps, c'est quoi la notion de mesurabilité d'une famille de conditions à l'interface. Quand vous imposez conditions de Dirichlet, vous imposez UD mesurable, c'est facile. Mais quand vous commencez à travailler sur le graphe, la question mérite d'être posée. Et en fait, la bonne notion de mesurabilité, c'est que le flux de Godunov qui sort de ça, qu'il soit mesurable, plus exactement qu'à la théorie, parce que par rapport aux constantes à droite à gauche, ça va être continu, par rapport à T, il faut qu'il soit mesurable. Et ça marche très bien. Bon, ensuite, on fait une série de réductions. Si on a une interface Lipschitz, c'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, vous avez une interface ici, x égale psi de t entre les deux. Vous la rectifiez par un changement de variable. Ça nous donne des conditions de couplage d'interface qui dépendent du point parce qu'en fait, naturellement, ne serait-ce que par la condition de Rankine-Gogno, tout ce qui se passe au niveau de l'interface dépend de la pente de l'interface. Donc, quand vous rectifiez, inévitablement, vous vous retrouvez dans les situations précédentes où vous avez la condition de couplage d'interface qui dépend de T. Mais ce n'est pas plus compliqué. En fait, c'est une réduction facile au cas précédent. Après, je passe en détail important. Si vous voulez discrétiser un truc comme ça, vous avez besoin d'approcher l'interface et ça rajoute quelque chose à l'histoire de mesurabilité. On a besoin, mais encore, ça rentre très bien dans ce formalisme de flux de Godunov. On a besoin d'élargir un peu, mais les choses restent très naturelles, cohérentes. Ensuite, interface multiple. On fait une partition de l'unité. Autour des points de croisement, on met de petites boules qui excisent en gros les points de croisement. Et pour des raisons de mesure, en fait, ces parties sont négligeables. Et puis pour le reste, on fait une partition de l'unité, de sorte que dans chaque domaine de chaque fonction de partition de l'unité, vous avez une seule interface. Va vous ramener au cas précédent. Donc tout ça, ça a été fait dans un travail assez technique avec Abraham Silla. Et par contre, au-delà, récemment, Animé Jana est venu nous voir en disant qu'il a vraiment envie de traiter le cas où les sauts seraient dans tous les points rationnels. Et en fait, on pensait qu'on n'y arrivera jamais. En réfléchissant, on s'est dit, si on peut se ramener au cas précédent, cette fois-ci, il faut vraiment des hypothèses que je cache complètement là-dedans, mais qui sont compatibles avec un certain nombre d'applications. Et en gros, en rentrant dans le dédoublement de variables de Khrushchev avec Clément, en autorisant en termes d'erreur, en s'autorisant à ne pas tout contrôler, laisser des parties de petites variations à ne pas être contrôlées, mais contrôler un certain nombre de grands sauts avec un seuil de définition de ce que c'est que le grand saut, on arrive à obtenir, donc avec un raffinement de dédoublement de variables, des inégalités de Kato à epsilon près sur l'interface, donc des trucs comme ça, où vous allez avoir à droite inférieur ou égal à epsilon, et puis en passant à la limite, vous obtenez quand même la contraction. Et alors, je ne vais pas vous mentir, les hypothèses ne sont pas entièrement vérifiées, et autant pour l'unicité, on y croit tout à fait sur des hypothèses, autant pour l'existence, il faut qu'on écrive des arguments de complexité par compensation, mais nous, moralement, on est en bonne voie pour faire ça. Conclusion. Il ne faut pas voir les discontinuités de flux dans la loi de conservation comme si de rien n'était. C'est des interfaces que je me permets d'appeler actives pour dire qu'ils portent une information. Il faut être conscient de l'information qu'on met. Les conditions de couplage d'interface qu'on met sur ces interfaces actives, c'est très analogue aux conditions de BLN révisitées, si vous le voyez donc sous le prisme de formalisme abstrait de MT activité dans R2 Creux. Vous avez une extension immédiate au réseau, mais toutefois, la propriété structurelle qui est cachée derrière MT activité, c'est une propriété de préservation d'ordre qui, pour énormément de modèles, notamment en trafic routier, le routage sur les ronds-points, ne sont pas vérifiés. Et là, Régis Monod se pose la question, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire?
Et il se trouve qu'à partir de 3 branches, la théorie d'Hamilton-Jacobi est vraiment différente, tout en ayant des inspirations et des éléments techniques communs. Mais le cadre des applications couvertes concrètement par loi de conservation sur le réseau et Hamilton-Jacobi sur le réseau, il dit qu'ils ont une intersection quasi vide. Il n'y a que les cas triviaux qui sont dans l'intersection. Voilà. Ensuite, puisqu'il y a cette histoire de préservation d'ordre, comme pour les systèmes, c'est presque jamais vérifié, c'est presque jamais utile pour les systèmes et Edwige pour en dire beaucoup plus pour les systèmes. Voilà, c'est un cas vraiment beaucoup trop simple pour les besoins des systèmes. Et ensuite, pour les structures multi-interfaces, on n'est pas loin d'y arriver, ce qui permet de traiter de nombreux problèmes de couplage entre EDP et EDO. C'est les modèles que j'ai mis en kaléidoscope là sur le slide, y compris le modèle de Hugues. Et on peut aussi traiter certains systèmes. J'ai promis dans le résumé de traiter certains systèmes. François m'a dit que ce n'est pas raisonnable. Il avait raison. Voilà. Bon, et la dernière chose que je veux dire, c'est qu'il se trouve que la fonction flux numérique de Godunov est bien plus que fonction flux numérique. C'est vraiment une fonction couteau suisse qui offre un langage naturel pour certains aspects fins, pour plusieurs aspects fins de cette théorie de flux. Et je vais finir sur ça. Sergei Godunov nous a quittés l'année dernière. Et voilà, mais son flux reste. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Justement, comme tu as parlé du flux, le flux de Godunov, il existe aussi pour les systèmes. Oui. Alors donc, à quel moment c'est l'histoire de la créativité qui apparaît pour les systèmes de Temple. En fait, les systèmes que j'arrive à traiter, commencer à traiter avec Abraham Silla, c'est les systèmes qui ont la structure suivante. La première équation, c'est l'équation de loi de conservation, qui est couplée à la seconde, que du coup, on a envie de voir comme flux discontinu, la solution de la seconde importante des discontinuités de la première. Et la seconde équation, c'est l'équation de transport de la forme suivante. J'ai le système qui est UT plus F de UV x égale 0. U, c'est ce qui va être ma variable scalaire, V, ma variable auxiliaire. Donc, c'est des systèmes, par exemple, incluant le système Horace. Et la deuxième va être UW plus F de UVWX égale 0. C'est l'équation de transport, d'accord? Mais avec le champ qui a divergence nulle. Et il y a un papier de Panov écrit à l'occasion d'une revisite profonde de Keyfitz-Kranzer, qui a aussi un système ayant aussi cette structure, qui dit la propriété de renormalisation pour ce système est gratuite. C'est-à-dire il n'y a aucune condition pour que les solutions faibles soient renormalisées. Les solutions renormalisées ont des structures formidables. Ah, pardon, CV ici. Ont des propriétés formidables. Et par exemple, la structure BV dont j'avais besoin pour traiter cette première équation, eh bien, elle est naturelle pour les solutions de cette équation. Et donc, comme ça, avec un découplage théorie de flux discontinu pour cette équation et théorie solution renormalisée à la Panov pour celle-ci, je peux chercher à traiter le système. Par contre, un système quelconque, l'histoire de monotonie très vite. Je ne veux pas dire que les recettes ne marchent pas, mais la théorie qui permet de démontrer quelque chose, je ne sais pas du tout le faire marcher. Quand tu as un réseau multidimensionnel avec des feuillets, est-ce que tu sais faire des choses avec tes théories d'opérateurs accrétifs? Je sais faire du multi-D scalaire, c'est-à-dire avec des interfaces, parce que finalement, la seule chose dont on a besoin, c'est la projection de flux sur la normale. Donc, le problème en multi-D, c'est la même chose que le problème avec temps, mais paramétré en temps. J'ai juste une interface qui a plus de paramètres, mais au fond, c'est la même chose, c'est la même difficulté. Après, pour l'histoire de quand vous avez des intersections, il faut les inclure dans un ensemble de mesures petites. Techniquement, on n'a pas fait. On s'est limité avec Abraham Silla au cas de courbe, d'accord? Mais je ne vois pas d'obstacle. Par contre, je n'ai jamais essayé de regarder les feuillets qui viendraient ensemble, mais je ne m'attends pas spécialement à des... voilà. J'ai l'impression que ça va être juste les mêmes théories avec conditions de couplage paramétrées par la variable interne de l'interface.
D'autres questions? Moi, j'avais une question, si c'est possible. Vous m'entendez? Une question. Tu as parlé de régularisation par viscosité évanescente, mais tu pourrais aussi penser à faire une transition entre les flux qui dépendrait de la variable d'espace. Ça a été exploré assez tôt, je dirais. C'est Risebrough et Gill qui avaient exploré dans les années 90. Si on fait les deux, suivant la magnitude comparée des paramètres, dans les régimes où les deux sont comparables, où la régularisation de flux n'est pas plus raide que la viscosité qu'on rajoute, on obtient toujours la viscosité évanescente, à condition de faire une régularisation monotone. Il y a des travaux de Wenschen qui portent sur des systèmes du coup, où c'est issu d'un système triangulaire d'une certaine façon, et où cette condition de monotonie n'est pas respectée, et il est montré alors qu'on peut obtenir différents chemins de régularisation, différentes notions de solution. Donc, ça peut être plus compliqué que ça si on s'autorise des régularisations qui sortent de l'intervalle entre les deux valeurs de Pas d'autres questions? Bon, on va s'arrêter là. Merci beaucoup.